Dans cette entrevue, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'illusion du bonheur. Selon Bernard de Montréal, le bonheur est un état d'esprit qui implique à la fois des émotions et des pensées positives. C'est la plus haute forme de recherche de l'homme inconscient, mais il est limité dans sa conscience humaine. Toutefois, à mesure que l'homme évolue vers une conscience supérieure, le bonheur devient un état vibratoire qui lui permet d'être en harmonie avec lui-même et avec l'éther. Haine du bonheur réside dans le fait que l'homme vit dans la polarité de sa conscience, entre le bien et le mal, le beau et le laid, etc. Le bonheur n'est pas permanent car il n'est pas réel, il ne procède pas de l'infini de conscience. Cependant, il est psychologiquement valable car il permet à l'homme d'être heureux et positif dans sa vie. Mais le malheur est également lié à cette polarité. Pour atteindre un état d'esprit équilibré et harmonisé, l'homme doit éteindre complètement le désir subjectif de son ego. Il doit être intégré à l'invisible, en harmonie avec sa matière invisible et matérielle. Dans cet état, le bonheur n'existe plus, il y a simplement une joie de vivre permanente qui n'est pas affectée par les événements extérieurs, y compris la mort. Richard Glenn soulève le paradoxe de parler du bonheur à une époque où l'on est à la fin du stade de l'involution. Bernard de Montréal explique que malgré cela, les gens continuent de rechercher le bonheur par tous les moyens possibles. Selon l'intervieweur, il existe de nombreux moyens d'atteindre le bonheur, mais cela dépend de la société dans laquelle on évolue. Dans une société simple, le bonheur peut être plus stable, tandis que dans une société complexe, il devient plus instable en raison de la pression psychologique et des tentations constantes. Ainsi, le bonheur ne doit pas être fondé sur la culture ou sur la société, mais plutôt sur un équilibre entre les plans supérieurs de conscience de l'individu. T souligne également la différence entre le bonheur et la paix. Alors que le bonheur est lié à l'ego et fluctue entre des périodes de plaisir et de malaise, la paix est liée à l'esprit et est une continuité. Pour atteindre la paix, il faut être intégré et en harmonie avec soi-même. En ce qui concerne l'extase, il s'agit d'une fonction psychique du corps astral qui permet à l'homme de revivre les moments les plus beaux de sa conscience avant la mort. C'est comme si on était mort, mais qu'on en avait le plaisir. Cependant, le monde de la mort est très différent du monde de la vie, car les lois qui régissent ces mondes sont différentes. Dans cet extrait, Bruno de la Magie explique que l'extase, bien qu'elle puisse procurer des moments de conscience transcendante, n'est pas une expérience durable et ne permet pas à l'homme de créer sur Terre. Les drogues, quant à elles, modifient la vibration du corps astral et créent des états altérés basés sur la mémoire. Cependant, l'utilisation de drogues dans les anciennes écoles initiatiques permettait d'accéder à des états mystiques. Cependant, l'auteur souligne que ces expériences n'ont pas de fonction pratique pour construire une civilisation ou développer des pouvoirs. Pour cela, il faut une spiritualisation différente, basée sur une conscience élargie qui permet de créer sur le plan concret. Bruno de la Magie soutient que la science devrait être conscientisée, permettant à l'homme d'entrer en contact direct avec son énergie infinie. Pour comprendre la matière et créer une science adaptée au potentiel créateur de l'homme. L'auteur affirme que le problème de l'humanité n'est pas la science en elle-même, mais plutôt l'attitude des êtres humains envers la science. Il explique que le véritable problème réside dans la conscience ou l'inconscience des gouvernements et des industriels, qui ne savent pas utiliser correctement la science et causent ainsi des problèmes tels que la pollution et les malformations chez les enfants. Il soutient que la solution réside dans une nouvelle conscience qui émerge chez les individus, une conscience qui régira une nouvelle science basée sur la connaissance interne de l'être humain plutôt que sur des facteurs externes. Il parle également d'une voie plutôt que d'un chemin vers cette conscience, soulignant que c'est quelque chose que nous sommes obligés de vivre plutôt que de choisir délibérément. Il explique que ceux qui vibrent avec cette nouvelle conscience pourront éventuellement se connecter avec leur double, c'est-à-dire la partie ultime d'eux-mêmes, et qu'ils seront capables de développer une conscience plus élevée au fil du temps. Lorsque le moment sera venu pour les nations d'absorber le pouvoir lumineux de celui qui doit venir à la fin du cycle, il y aura une réorganisation de la matière humaine, de la science et de la façon de vivre. Ce nouvel être aura un pouvoir absolu, qui ne pourra être altéré par aucun aspect de l'activité humaine. En conclusion, la réflexion de l'auteur souligne l'importance d'une prise de conscience collective et individuelle pour surmonter les problèmes actuels et évoluer vers une nouvelle conscience et une nouvelle science qui seront guidées par l'énergie et la connaissance intérieure de l'être humain. Il souligne également que rester passif et simplement regarder la télévision ne suffira pas pour provoquer ces changements, car il faut être prêt à passer d'un niveau d'évolution à un autre pour transformer notre réalité. Selon l'auteur, l'illusion de l'ego est liée au fait d'avoir une conscience autre,
qui crée un certain désarroi chez l'individu. Cependant, il affirme qu'un homme conscient et de demain découvrira que le libre arbitre fait partie de la programmation planétaire pour empêcher l'accès à notre énergie interne. À terme, une fusion se formera, caractéristique de l'homme de la 6e race racine. Cet être dont il parle vient de la galaxie, et représente le principe de l'intelligence. Sur le plan matériel, il fonctionnera comme un cerveau électronique, ayant accès instantanément à toutes les sciences humaines et ayant le pouvoir sur la matière, notamment la capacité de rendre son corps invisible. Lorsqu'il apparaîtra officiellement dans le monde, il sera reconnu par tous les gouvernements et religions, et aucun pouvoir sur Terre ne pourra empêcher sa manifestation. Cela marquera la fin de l'activité astrale sur Terre et le début d'une période de reconstruction. Les sciences cosmiques seront données à l'humanité à travers certains canaux répartis dans le monde. Cet être travaillera en conjonction avec d'autres individus, qui auront accès à des plans invisibles de la Terre pour créer de grandes inventions au profit de l'humanité. L'auteur souligne également que cet homme peut être appelé de différentes manières, mais les noms sont là pour cacher la réalité. Il est un individu avec un corps physique. Sur le plan politique mondial, il créera un État mondial, mais les divisions culturelles persisteront. Les religions perdront de leur substance, mais les adeptes religieux verront en cet être l'être annoncé par leurs religions respectives. Dans cette discussion, le mystique explique que chaque religion voit l'être à travers sa propre vision, en fonction de ses croyances et émotions. Il définit un mystique comme une personne qui explore les dimensions subconscientes de sa conscience pour ramener une sagesse qui peut aider l'humanité à se développer et à se connecter à sa propre mémoire. En ce qui concerne l'être en question, il est décrit comme instaurant un gouvernement mondial et une réorganisation économique qui impliquera la fin de l'utilisation de l'argent sur Terre. Les familles riches perdront leur pouvoir financier et il y aura une neutralisation des banques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ce changement se fera par le contact entre les hommes et les immortels et sera rendu possible par une nouvelle évolution de l'énergie de l'homme en harmonie avec la conscience planétaire. L'opposition entre le capitalisme et le communisme sera réglée par une réorganisation du capital aux États-Unis et la socialisation des activités politiques et capitalistes à l'échelle mondiale, sous le leadership de cet être. L'évolution future de l'humanité sur tous les plans de la conscience expérimentale de l'homme, y compris la science, l'économie, la politique, la prévision et la matière, sera influencée par un être venu d'une autre planète pour réorganiser l'humanité. Ce sera à travers la création de systèmes de computation, appelés cerveaux électroniques, qui auront accès à toutes les informations et seront connectés à tous les ordinateurs du monde. Ainsi, les gouvernements pourront obtenir rapidement des informations et agir en conséquence. Ce système, construit par des extraterrestres, sera sans faille et ne nécessitera aucune programmation. Il deviendra le cerveau de l'humanité. Selon l'orateur, la technologie de demain sera créée instantanément et apportera des bénéfices immédiats à l'humanité. Elle sera supervisée par des intelligences non mortelles et sera capable de répondre aux problèmes complexes de la technologie et du matérialisme humain. Cela permettra à l'homme de ne plus être esclave de la technologie. Quant au menu de l'être en 2014, il dépendra de l'évolution de la conscience humaine et des conditions de l'homme. Lorsque les événements cosmiques se manifesteront sur Terre, cela provoquera un choc et bouleversera tous les aspects de la société. Cependant, cela apportera également un sentiment de soulagement et de bonheur à l'humanité. En conclusion, l'évolution future de l'humanité sera marquée par l'arrivée de systèmes de computation supervisés par des êtres extraterrestres, qui transformeront la technologie et le fonctionnement de la société. Cela pourrait également être accompagné de changements dans le mode de vie et d'une période de choc et de soulagement pour l'humanité. R explique que l'arrivée d'un être à une certaine époque est due au fait que la conscience planétaire est à son niveau le plus bas à ce moment-là. Cela symbolise le point culminant de la dégradation de l'humanité. L'auteur souligne l'importance pour les individus de réaliser que les changements surviennent à la dernière seconde, tant au niveau individuel que planétaire. Cette dernière seconde fait partie du secret de cet être supérieur et même les voyants ne peuvent pas y accéder. Les événements perturbants, tels que les conflits politiques, sont conçus pour agacer les êtres humains et créer des tensions. L'homme ne vivra pas ces événements avant que la situation de la Terre ne soit devenue incorrigible. L'auteur aborde également la question de la corruption à Mexico et avertit que l'absence de conscience dans ces individus rendra la vie invivable dans la vallée de Mexico. L'humanité est en initiation et va vivre une forme d'initiation en tant que fin d'un cycle, marqué par la
Destruction des anciennes formes et la génération de nouvelles formes sous le contrôle de l'esprit plutôt que de l'ego. L'âge d'or tant évoqué ne sera pas donné sans effort, car l'homme doit subir une transformation interne pour être en contact avec les intelligences pures. Selon Bernard de Montréal, il est important que les êtres humains vivent et travaillent selon leurs propres mesures. Certains sont destinés à aller à l'université, d'autres à rester chez eux ou à travailler dans l'industrie. Le fait de poursuivre des activités éducatives ou professionnelles ne les empêche pas de développer leur conscience spirituelle. Les initiés conseillent même de continuer son chemin de vie sans se préoccuper des événements extérieurs. Un individu conscient et travailleur bénéficiera davantage de son métier et contribuera au bien-être des autres. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle, car si la spiritualité prend le dessus sur le matériel, elle pourrait conduire à la pauvreté. La pauvreté est considérée comme une ignorance et un pouvoir négatif de l'astral sur la planète. Le choix entre la richesse et la pauvreté n'a pas de véritable importance car cela fait partie du karma individuel. La richesse et la pauvreté sont des états de conscience qui se succèdent et contribuent à l'équilibre. Finalement, il est souligné que la présence de riches est nécessaire pour faire avancer la civilisation. Dans cette conversation, il est mentionné qu'une fois que l'homme prend conscience qu'il est un yo-yo, qu'il est manipulé par le système, il sort de ce système. Une fois conscient, l'homme peut profiter du système, que ce soit pour devenir riche s'il est pauvre, ou pour utiliser sa richesse de manière créative s'il est déjà riche. En ce qui concerne la vie familiale, il est dit que la famille restera une structure fondamentale de la vie matérielle, mais la conscience au sein des familles sera différente. Les émotions et aspects psychologiques des couples seront plus évolués, avec un échange d'énergie plutôt que de domination entre hommes et femmes. Les couples seront sensibles et compréhensifs les uns envers les autres, et les enfants bénéficieront naturellement de cet équilibre. Quant à la procréation, il est mentionné que la science avancée du XXIe siècle permettra de corriger les erreurs naturelles, y compris les maladies et les problèmes génétiques. Le vieillissement sera ralenti grâce aux avancées en génétique. D'un être omniscient qui contrôlera l'évolution de l'humanité apportera de l'entente dans le monde, mais sur le plan individuel, les personnes en contact avec cet être auront une joie de vivre naturelle et une paix permanente, sans recherche active du bonheur. Cet être ne sera pas d'origine extraterrestre, mais il aura la capacité de changer de forme ou de créer une forme de transport pour se déplacer dans l'espace. Cependant, une fois sur Terre, il n'aura pas d'origine nationale définie et sera perçu de manière indépendante de toute appartenance nationale par l'humanité. En réponse à la formule ésotérique le maître paraît quand l'élève est prêt, il est dit que cet être apparaîtra lorsque l'humanité sera prête, de la même manière que les maîtres apparaissent lorsque les élèves sont prêts. Dans cette intervention, Bernard de Montréal explique que les êtres que nous considérons comme des extraterrestres en réalité sont des êtres de lumière. Selon lui, ces êtres se manifestent différemment en fonction du niveau d'évolution et de vibration des individus avec qui ils entrent en contact. Pour les personnes qui ne sont pas prêtes à comprendre leur véritable nature, ils apparaissent comme des extraterrestres. Cependant, ils sont en réalité des êtres de lumière capables de prendre différentes formes matérialisables et dématérialisables. Pour approcher ces êtres de lumière, Bernard de Montréal explique qu'il est nécessaire d'éliminer les illusions et les ténèbres en nous. Si notre conscience astrale est trop présente, elle déformera leur réalité et nous empêchera d'avoir un contact parfait avec eux. Il souligne également que l'imaginaire fait partie d'une réalité intérieure, une réalité astrale, qui est différente de la réalité de l'éther où se trouvent ces êtres de lumière. Lors d'une discussion sur l'initiation spirituelle, il est mentionné que l'homme doit se débarrasser des ténèbres et briser sa conscience astrale pour permettre à la lumière de se connecter à lui. L'initiation peut être une voie pour cela, avec l'initiation astrale étant donnée par des intelligences évoluées mais pas encore achevées, tandis que l'initiation solaire est donnée par la partie parfaite de l'homme lui-même. L'initiation par la terre représente l'expérience humaine, celle par l'air est liée à la mort, et celle par l'eau est une initiation astrale qui peut être symbolique mais n'a pas de valeur vibratoire réelle. L'initiation par le feu est la plus importante, car elle permet à l'homme de détruire la mémoire psychologique de l'âme et de vivre la connexion entre son double, sa personne et sa personnalité afin d'éliminer la coque, qui est la sensation d'être un individu. La coque est une illusion de l'ego, une activité vibratoire à travers le mental, l'émotion et le physique. L'initiation solaire est la seule qui puisse détruire cette illusion. L'initiation astrale permet de reconnaître la coque, mais l'homme reste encore trop dans son ego pour comprendre ça. Nature cosmique.
Un homme conscient est conscient de sa coque et sa conscience ne se limite plus au plan mental, émotionnel, vital et physique. Sa conscience se situe en dehors de cela et il vit dans la matière en phénoménalisant l'énergie de sa conscience créative. Cette conscience se situe sur le plan éthérique et sa conscience manifeste fonctionne à travers les plans mental, émotionnel, vital et physique. L'homme possède donc 5 plans, contre 4 pour l'homme inconscient. Le chakra coronal est important car il permet au double de communiquer à l'ego sa partie réelle et transcendantale, ainsi que de reconnaître l'énergie du double à travers les différents plans. La personne devient le miroir réel de l'homme, reflétant son identité et le libérant de la mémoire collective de l'humanité et des conventions psychologiques. L'individu dont il est question dans le texte, libre des contingences humaines, absorbe constamment l'énergie du double et entre dans une mémoire beaucoup plus vaste qui fait partie de l'évolution supérieure de l'humanité. Bien qu'il puisse y avoir des craintes quant à son sort, il est expliqué que ceux qui se retrouvent crucifiés ont vécu une expérience liée à un drame humain spécifique qui devait être vécu selon le temps. Par exemple, Jésus-Christ est mort sur la croix en raison de son choix de vivre selon le principe de l'amour plutôt que celui de l'intelligence. Ce dernier principe permettrait à un nouvel initié de ne pas être crucifié. Le martyr était nécessaire dans le passé pour maintenir une certaine religiosité et éviter la destruction de l'humanité, mais dans le futur, les initiés seront des scientifiques plutôt que des martyrs. Lorsque l'humanité entrera dans une conscience supérieure, elle n'aura plus besoin de vivre selon l'émotion et les mémoires, mais plutôt selon une conscience coronale qui sera une projection parfaite et constante depuis son plan vers les plans inférieurs. Le prochain après cet homme sera celui qui viendra par le principe d'intelligence et on pourra déjà percevoir son arrivée lors du passage de cet homme qui vit par l'amour. Cet homme sera caractérisé par l'intelligence et la volonté, car l'intelligence et la volonté sont indissociables, et la 6e race sera une race intelligente et volontaire. La 7e race racine de l'humanité sera courte et aura une fonction spécifique. À ce stade, l'homme n'aura plus besoin de son corps physique et pourra commencer son évolution jupitérienne en accédant à son double et à sa volonté créative. Pendant cette période, l'homme pourra violer les lois de l'invisible et éteindre sa propre civilisation en dématérialisant les corps matériels. Ainsi, la Terre sera habitée par des animaux tandis que les hommes vivront invisibles et poursuivront leur évolution spirituelle. Après un millénaire de bonheur et de paix sur Terre, l'homme ayant disparu, la conscience astrale s'occupera de l'évolution de la planète et des règnes inférieurs. Pour comprendre la réalité de manière profonde, il faut être capable de regarder au-delà de la rationalité et de l'imagination. Cependant, cela peut causer de la souffrance car notre esprit astral et notre imagination ne cessent de fonctionner. Pour partager cette réalité avec d'autres, il faut trouver des personnes capables de l'absorber sans la rationaliser. Il est important que quelqu'un sur Terre parle et partage sa connaissance pour que les humains puissent comprendre des aspects tels que la vie, la mort, l'espace, le magnétisme, le feu, Dieu, l'infini, le début, la fin, l'alpha et l'oméga. Cependant, les humains ont perdu la capacité de parler en raison de la mémoire. Si nous n'avions pas de mémoire, nous pourrions parler. Lors du processus d'initiation solaire, lorsque la mémoire diminue, nous pouvons commencer à parler. Certains perdent leur mémoire et découvrent qu'ils savent des choses qu'ils ne savaient pas auparavant. La parole est un pouvoir occulte et n'appartient pas à l'ego. Les Atlantes avaient le pouvoir du son mais pas de la parole. La parole est un feu et sera le pouvoir de la 6e race sur Terre. La parole permettra de créer une nouvelle science. Cependant, la parole est mal comprise par les psychologues et les humains en général. L'ego babille, mais parler est bien plus profond. C'est en parlant et en échangeant avec les autres que nous pouvons apprendre. C'est grâce à ce processus de communication que l'auteur a appris beaucoup de choses au fil des années. Dans cette conversation, Bernard de Montréal affirme que la parole est essentielle pour l'homme, car c'est par la parole qu'il peut réellement connaître et comprendre la réalité. Il souligne que la réalité ne peut pas être philosophisée, mais plutôt exprimée et expérimentée à travers la parole. Il distingue les philosophes qui prennent plaisir à bien parler, mais qui doivent aller au-delà de l'intuition et de la mémoire intellectuelle pour atteindre une parole véritablement inspirée. Lui, l'homme de la 6e race sera le premier à maîtriser pleinement le pouvoir de la parole, grâce à son évolution et à sa connexion avec le surhomme cosmique. La connaissance véritable est toujours fraîche et renouvelée, dépassant les limites de la mémoire et des disciplines intellectuelles.
Bernard de Montréal fait également référence à saint Jean-Baptiste comme un exemple de voyant qui annonçait et enseignait l'évolution de l'homme par sa parole. Il affirme que dans le futur, la parole sera utilisée de manière totalement nouvelle et différente, séparant les initiés qui la maîtrisent du reste de l'humanité. Cette parole de la sixième race sera puissante et constantement transmise par le double de l'homme vers l'ego, permettant à l'homme d'apprendre et de se développer continuellement. Dans cet extrait, l'auteur souligne que l'homme de la sixième race racine doit élever sa propre vibration de parole et devenir son propre support de vie. Les maîtres ont joué un rôle important dans le passé, mais il est temps pour l'homme d'être autonome. La vérité et le mensonge sont deux aspects d'une même polarité qui doit être dépassée. L'homme de la sixième race ne sera plus intéressé par la vérité ou le mensonge, ni contrôlé par ses émotions. Lorsqu'il atteindra un état supramental, il sera intéressé par tout et ouvrira de nouvelles perspectives scientifiques. Cependant, l'ignorance est encore répandue sur Terre car les gens bavardent plutôt que de véritablement communiquer. Est-ce les universités, les églises et la politique? La conversation est souvent vide de sens, à moins d'avoir le pouvoir de changer les choses. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle de la venue d'un être puissant sur Terre, qu'il appelle le Messie. Il explique que cet être aura le pouvoir total et qu'il pourra installer une nouvelle conscience et une nouvelle organisation mondiale sur Terre. Il souligne également que bien que certains puissent se faire passer pour le Messie, ils ne pourront pas tromper tout le monde et ne pourront pas changer le cours de l'histoire s'ils sont imposteurs. Il mentionne également l'Antichrist et souligne que ceux qui sont conscients seront en mesure de discerner la vérité. Bernard de Montréal fait ensuite une analogie avec saint Jean-Baptiste et affirme qu'il ne fait pas d'annonce, mais qu'il parle simplement. Il mentionne que le Messie est déjà né et explique que sa venue ne se fera pas de manière spectaculaire, mais selon les lois cosmiques, en passant par une transmutation des corps. Enfin, il évoque la possibilité que les extraterrestres se manifestent à partir de 1984, mais souligne que c'est le Messie qui dirige le spectacle et que leur venue dépendra de son accord. Ces propos sont basés sur les croyances et les convictions de Bernard de Montréal et ne sont pas nécessairement acceptés par tous. En 1984, il aurait été possible d'avoir des preuves de l'ingérence des extraterrestres dans notre civilisation, selon certaines personnes ayant une conscience élargie. Cependant, il est important de prendre ces informations avec précaution et de ne pas les sensationnaliser afin de protéger l'humanité. La parole doit être pesée et les mots choisis avec discernement pour éviter de provoquer des chocs ou des dépressions chez les individus. Il est essentiel que les informations diffusées soient constructives et amènent à une plus haute conscience plutôt qu'à une détresse. L'auteur insiste sur le fait qu'il est important de protéger les individus face à des vérités qui pourraient être trop difficiles à assimiler. Dans cet extrait, le locuteur souligne la responsabilité que nous avons de partager la connaissance avec respect et amour envers l'humanité. Il insiste sur l'importance de prendre en compte l'émotion et la fragilité de l'être humain dans notre communication. L'orateur mentionne également un changement de vibration qui se produit dans les initiations solaires, transformant la personnalité et l'être intérieur de l'individu. Il souligne que les enfants des parents conscients seront les premiers à manifester cette transformation, car la conscience se transmet de génération en génération. Enfin, il aborde le sujet de l'homosexualité, soulignant qu'il est essentiel de comprendre et d'accepter ce phénomène pour permettre l'évolution et la transformation des individus. Dans son discours, Bernard de Montréal exprime ses craintes quant à la réaction du public concernant la diffusion de ces idées. Il anticipe que certains pourraient le juger ou l'accuser d'être homosexuel s'il parle de l'homosexualité sans en être lui-même. Il affirme que pour lui, parler de sujets tels que l'homosexualité, la religion ou les extraterrestres revient au même. Il cherche à partager ses connaissances pour faire évoluer la pensée et la conscience humaine, mais il redoute que les gens lui interdisent de s'exprimer. Dans ce cas, il continuerait à partager ses idées avec des groupes plus restreints, ceux qui limiteraient la diffusion de la connaissance dans le monde. Il souhaite être entendu et compris pour ses idées, et non jugé ou catégorisé par le public. La séquence se termine par un remerciement de l'animateur et des applaudissements.